Donc c'est notre troisième table ronde de la journée, et comme vient de dire Emmanuel, donc sur ce volet culture scientifique. Je vais présenter les différentes intervenantes, et ensuite je prendrai un petit peu la parole et je repasserai la parole aux intervenants. Donc dans l'ordre d'intervention, la première à intervenir sera Émilie Bouillaguet, qui est... alors, c'est elle qui a indiqué maître de conférence, hein, c'est pas moi qui ai censuré, c'est où ça pourrait dire maîtresse de conférence. Je lui ai posé la question, elle m'a dit que peu importe. Donc en sciences de l'information et de la communication dans l'université de Rennes 2, donc on est voisins, puisque moi je suis à Rennes 1. Ses travaux portent sur la communication organisationnelle et la sémiotique, et sur aussi les discours et les formes symboliques qui accompagnent les recompositions des organisations dans les milieux de la culture et de la création en espace public. Donc aujourd'hui, elle nous parlera du lancement d'une activité ou d'une organisation de façon à faire ce lien entre justement communication, art, culture, science. La deuxième intervenante, est Justine Jandot. Justine Jandot dit Jandou, qui elle est doctorante en premier, c'est ce qui est indiqué, hein, moi je répète, qui est doctorante comme d'autres à l'INSEAC, et qui présente un travail, j'ai trouvé intéressant, c'est pas que j'ai pas trouvé le premier travail intéressant, rassurez-vous, mais sur les écorchés, donc avec une représentation artistique finalement d'un objet scientifique, et donc ce lien entre je dirais l'apprentissage, la connaissance du corps et de l'écorché, et puis la représentation finalement qui peut s'apparenter à un tableau. On discutait tout à l'heure et ça me faisait penser j'aime beaucoup Francis Bacon, et il a des tableaux qui sont assez aussi impressionnants de ce côté-là. Et puis la dernière intervenante qui est Marie-Christine Bordeaux. Marie-Christine Bordeaux qui est vice-présidente culture et culture scientifique de l'Université de Grenoble-Alpes, membre du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, professeur de l'Université en sciences de l'information et de la communication. J'ai dû oublier plein de choses, je pense. Non, je pense. Et qui, elle, posera la question, finalement, reviendra sur cette question de la table ronde, à savoir l'éducation à la culture scientifique et EAC, l'extension du culturel, comment tout cela fonctionne, est-ce que vraiment tout est en lien. Et il suffit de regarder parfois les tableaux qui sont là, où on voit que la culture scientifique est implicitement, on entend parler d'elle, mais elle n'est pas forcément explicitement écrite. Et c'est peut-être un point sur lequel nous devons travailler. Et c'est donc cette intervention que fera Marie-Christine à la fin. Alors moi, je voulais aussi faire une petite introduction à cela, puisque je suis un professeur d'écologie. Je ne suis pas du tout du domaine de l'EAC, mais en revanche, je m'intéresse à la culture scientifique. Et je me suis intéressé à ça depuis un certain temps, et dans le sens où je me suis posé la question, est-ce que c'est simplement finalement de la formation tout au long de la vie que d'apporter aux gens les connaissances en changement climatique, en transition écologique? Ce midi, j'étais à table avec d'autres personnes qui sont dans la salle, et puis on entend tout le monde parler de ces transitions, de ce bilan carbone, de tout cela. Est-ce que c'est seulement cela, ou est-ce qu'on va au-delà de cette question finalement d'apporter des connaissances à des personnes, et est-ce qu'il n'y a pas plus à voir? Je pense que les interventions que nous allons avoir juste après la mienne contribueront à répondre à cela. Et puis j'ai entendu aussi tout au long de la journée des éléments qui m'interpellaient. Alors en ce qui me concerne, je vais parler un petit peu de moi, rassurez-vous, ça ne va pas durer trop longtemps. Je vais parler de moi dans le sens où pourquoi je m'intéresse à cette culture scientifique et pourquoi je me pose cette question-là. En fait, l'objet sur lequel je travaille, c'est l'écosystème. Et l'écosystème, finalement, on peut le voir aussi comme une œuvre d'art. C'est quelque chose qui existe. Alors, on va se dire, elle n'est peut-être pas faite par l'homme. Ben si on prend le bocage breton, il a été complètement construit par l'homme. Donc, ce paysage que l'on va admirer, dans lequel on va se retrouver bien, dans lequel on va être, je dirais, on va se sentir bien, il va y avoir du bien-être, il y a de l'esthétique qui est présente. Pour moi, ça rejoint quand je rentre dans un musée, ça me donne aussi cette impression-là. C'est l'objet, bien sûr, sur lequel je travaille, non pas le musée, mais l'écosystème. Et donc, on a ce lien, c'est-à-dire que quelque chose est quelque chose de culturel aussi. Au point où actuellement, en écologie, on parle de services écosystémiques, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de cela. Et dans ces services écosystémiques, on a introduit une notion qui est le service écosystémique culturel, c'est-à-dire en quoi les écosystèmes contribuent à notre bien-être, mais d'un point de vue culturel. Alors pour simplifier, j'aime bien cet exemple-là pour expliquer ce que c'est. C'est-à-dire qu'en tant qu'écologue qui fait par exemple des bilans de carbone, etc., l'ours des Pyrénées, j'en ai rien à faire.
Il serait là ou pas là, ça n'a aucun effet, ça n'a aucun intérêt. Il a été réintroduit. Donc, dans le fonctionnement de la... Ça va, j'ai pas trop choqué. J'aime bien quand je fais ça à des étudiants en écologie, ça réagit dans l'amphi. Et... La deuxième blague, c'est que les chasseurs contrôlent bien les populations de pigeons. Je parlais que de l'ours aujourd'hui. L'ours, donc... mais en revanche, si on se positionne du côté service écosystémique culturel, là, on voit bien tout l'intérêt de l'ours, toute l'histoire de l'ours dans les Pyrénées, même si on a un peu peur, l'envie de le rencontrer éventuellement au détour d'un chemin en Ariège, d'une promenade. Voilà. Donc là, il y a quelque chose. Et on voit bien qu'on passe d'un bilan carbone à quelque chose qui est culturel. Et en tant qu'écologue, effectivement, ça m'interpelle. Donc on a tout cela qui intervient. Je regarde mes notes pour voir si je n'oublie rien. Alors quelques autres éléments que j'ai entendus aujourd'hui aussi qui moi faisaient résonner par rapport à mon expérience, c'était le volet esthétique. Et puis il me semble qu'on a toujours une meilleure capacité à acquérir des connaissances nouvelles à partir du moment où on est dans un contexte esthétique qui est plus agréable. Vous entendez parler de Franck Gehry, d'ailleurs s'il vient prendre le café chez vous, je suis preneur aussi d'être invité. J'ai eu la chance d'être au MIT pendant 1 an et en face de mon bureau, il y avait un bâtiment de Franck Gehry. Et c'est vrai que souvent je me levais pour regarder le bâtiment et je trouvais que ça m'inspirait et que ça me redonnait je dirais un peu d'énergie ou de réflexion, ça m'apaisait dans mon travail. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était le lien entre curiosité. Il me semble que quand on fait de la culture scientifique, quand on est sur le volet scientifique, il y a une curiosité. Souvent, quand on emmène des gens sur le terrain, ce qu'ils veulent, c'est connaître des choses, mieux comprendre ce qui se passe. Et moi, j'ai la même chose. C'est-à-dire que quand je vois une œuvre d'art, il y a toujours une surprise, il y a une curiosité, il y a la volonté d'aller voir autre chose, d'aller voir d'autres artistes, d'aller voir un autre bâtiment, d'aller voir autre chose. Et donc il y a ce lien curiosité qui moi m'interpelle toujours entre la culture scientifique et puis l'art en général et la connaissance. L'autre élément aussi qui a été évoqué, c'est pour moi, c'est là où se trouve l'art, là où se trouvent les bâtiments, l'architecture, les œuvres d'art. Ça ne doit pas être que dans des espaces privilégiés, réservés. C'était évoqué dans les dernières présentations et ce matin aussi. J'ai la chance de travailler au milieu d'une œuvre d'art qui est l'écosystème. Et effectivement, il est accessible à tous facilement. Ce n'est pas un endroit privilégié. À la limite, il suffit de sortir de chez soi et très rapidement, peut-être pas pour les Parisiens, si ils vont c'est vrai, au jardin du muséum, mais on y est facilement, on y accède facilement. Et pour moi, ça me semble toujours un peu étrange que ça ne soit réservé effectivement que dans des endroits privilégiés. Et ce qui me plairait énormément, par exemple, c'est, je reviens sur le fait qu'on travaille mieux quand on est dans un contexte où c'est beau, donc que des bâtiments, par exemple, tout à l'heure on a vu que des bâtiments qui étaient en gros des musées. Moi, j'ai évoqué le bâtiment qui était au MIT, donc dans une université où il y a un bâtiment de superbe. Là, c'est pour faire autre chose, c'est pas un musée, c'est un bâtiment dans lequel on vit, dans lequel on travaille. Et donc, on puisse avoir plus d'architecture comme ça, ou d'art qui soit présent, disponible, que quand on se déplace au sein d'une université, d'une école, on ait des œuvres d'art qui soient visibles, comme on va avoir un bel arbre, comme on va avoir autre chose. Donc ça fait partie aussi de mes réflexions. Donc finalement, quand je fais le point, on a aussi dans la culture scientifique, on a la notion de rencontre, on a la notion de connaissance, et puis le dernier point, c'était la notion de partage. Et la notion de partage, donc les 3 piliers qui étaient évoqués ce matin, il y a un travail qui est en train de se mettre en place, et on en parlait très rapidement ce matin, c'est les sciences participatives, où finalement on amène l'ensemble des citoyens à venir contribuer à faire progresser la connaissance avec les sciences participatives. Et je me dis que là, on trouve le 3e pilier, probablement, dans cette science participative, de la culture scientifique et de ce pilier partage qui est évoqué ce matin. Voilà, je m'arrêterai sur cela et je vais laisser la parole donc à Émilie. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps parce que je râlais tout à l'heure que j'avais pas assez de temps. Mais... Merci beaucoup. Bon, écoutez, je suis très heureuse d'être parmi vous. Je ne vais pas vous parler beaucoup d'actions culturelles auprès d'enfants, mais plutôt de grands enfants, puisqu'effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui un dispositif et surtout tous les problèmes que je rencontre
à monter ce dispositif qui s'appelle ARSIC. Alors, cet acronyme SIC est connu de certains d'entre vous, Sciences de l'information et de la communication, et peut-être moins d'autres. Et c'est un dispositif en fait que j'ai fondé au sein de la Société Savante qui non pas chapeaute la discipline, mais bon, qui est au service de cette discipline-là. C'est une société savante qui s'appelle la Société française des sciences de l'information et de la communication, que j'appellerais peut-être SFIC pour aller un petit peu plus vite. Et c'est un dispositif, si vous voulez, qui sur le papier se propose effectivement de développer des formes, des espaces, des temps de convergence entre le milieu de la création artistique. J'ai même fait un petit panorama de photos. Donc des formes de convergence entre la création artistique et puis les recherches en sciences de l'information et de la communication. Et ces rencontres-là, que je voulais appeler festival à l'époque, et puis j'ai rabattu un petit peu mes intentions, puisque le projet est encore neuf, que faire bouger l'institution, on le verra, c'est aussi le thème de mon intervention. Faire bouger l'institution est quelque chose de difficile, hein, c'est une lutte, c'est un défi quotidien. Ces rencontres-là interviennent à l'occasion d'événements scientifiques, qui sont les doctorales et les congrès. Chaque année, la Société française des sciences de l'information et de la communication monte en fait un gros événement purement et simplement scientifique, en tout cas jusqu'à présent, et rassemblant sa communauté de chercheurs. Et l'idée est de, bien sûr, faire venir des artistes à l'occasion de ces rencontres qui sont normalement dédiées essentiellement aux sciences de l'information et de la communication. Donc, les artistes viennent et se saisissent. Alors, bien sûr, il y a une programmation qui va être attentive à faire venir des artistes qui viennent se saisir en fait des enjeux, des questionnements qui sont proches des nôtres en tant que chercheurs et qui sont proches de notre discipline des sciences de l'information et de la communication. Donc des thèmes comme la société médiatique, des thèmes comme la communication des organisations, des thèmes plus proches de celui de la culture, de la médiation culturelle. Tous ces thèmes-là font partie des thèmes de recherche, et l'idée est de faire venir des artistes pour décaler notre regard, pour être vecteur de lien entre cette communauté de chercheurs et faire venir des regards croisés entre toutes ces personnes, artistes ou chercheurs, qui se préoccupent un petit peu de la société, de l'information et de la communication. Alors quand je dis ça, je dis, et j'ai dit tout à l'heure sur papier, c'est l'ambition, c'est le projet, c'est la ligne de conduite de ce dispositif ARSIC, de ces rencontres culturelles. Mais ces quelques lignes-là montrent combien ça pourrait être simple, mais finalement dans l'organisation, effectivement, moi j'aimerais revenir aujourd'hui partager avec vous peut-être les grands défis, les difficultés en fait qu'il y a à faire et à monter ce projet, à l'élaborer, à le faire grandir, à le développer, avec un regard qui est le mien, qui est celui effectivement et qui est celui de mon laboratoire de recherche, qui est placé en communication des organisations, c'est-à-dire qu'on est très attentif très simplement au mode d'agencement du collectif, comment un collectif s'agence, s'organise pour monter des projets, et donc ici pour monter ce projet ARSIC. Alors, pour vous mettre bien dans le bain, effectivement, aujourd'hui je prépare la 4e édition des rencontres culturelles. C'est que la 4e, mais c'est déjà la 4e. J'ai mis sur le papier là, en préparation de cette journée d'études le modèle actuel d'organisation qui rencontre une première difficulté, c'est que j'organise ces rencontres culturelles dans des universités à chaque fois différentes. Elles se greffent, ces rencontres, sur des événements scientifiques qui sont organisés dans des universités françaises différentes chaque année. Donc nous montons une équipe chaque année, une équipe annuelle, un collectif annuel, sur un territoire d'accueil annuel, c'est-à-dire que jamais le territoire n'est le même, donc jamais les interlocuteurs sont les mêmes.
Et bien, une fois que ce collectif est monté, ce que l'on fait, c'est que, alors collectif de 10 personnes pour l'instant à peu près, maîtres de conférences, doctorants, l'idée est de mélanger les statuts et les progressions au sein des carrières universitaires, c'est bien de proposer une veille des possibles à partir de cet objectif de faire des rencontres et de la programmation artistique. Donc, je réunis tout un collectif et puis je demande à ce collectif qui connaît son territoire d'accueil de pouvoir proposer en fait des œuvres, des artistes, des expos, des collectifs, des équipements, des partenaires, des spectacles qui leur sembleraient avoir du sens par rapport à la thématique du congrès, par rapport à la thématique plus largement des sciences de l'information et de la communication. Voilà, quels sont les artistes qui, pour vous, questionnent, mobilisent notre discipline et qui pourraient avoir du sens pour tout ça. Donc, on fait une veille des possibles avec tous ces acteurs en fonction d'un thème SIC, d'un thème disciplinaire. Et puis, bien sûr, ça va de soi, excusez-moi, de rentrer vraiment dans des choses très pratiques, mais qui font partie de l'organisation. Et je sais que en tant que porteur de projet, ça va vous évoquer des choses. C'est aussi le moment où, bien sûr, on ressent les asynchronies, les différences de temporalité. Lorsqu'on veut créer les budgets, lorsqu'on veut demander des subventions, et lorsqu'on se rend compte que le calendrier universitaire, qui est le nôtre, est parfois en asynchronie avec les calendriers des demandes de subventions, les calendriers de nos tutelles publiques et de nos collectivités territoriales. Donc, les forces de subvention régionales ne sont pas les mêmes dans chaque territoire d'accueil. Donc là aussi, on essaye d'avoir une veille là-dessus. Puis, je passe vite sur le reste pour vous montrer un petit peu d'autres défis, passer plus vite aux défis. Une fois que cette veille des possibles est imaginée par l'équipe, qu'elle est croisée avec les possibilités budgétaires, on passe à la phase effectivement de tri, de choix, de sélection de la programmation et surtout des formats. Parce que nous sommes des rencontres qui effectivement s'organisent à l'intérieur de campus universitaires, d'amphithéâtres, de couloirs, de halls d'université, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'équipement, nous n'avons pas ni d'habitude d'organisation, puisque nous sommes des universitaires quelque part, et donc les ressources sont difficiles à mobiliser, donc ça demande effectivement d'adapter des formats. Quel format va pouvoir être pertinent? Toute la journée, les gens sont en conférence, sont dans des ateliers. Comment je peux ne pas surcharger le programme scientifique et en même temps faire de l'offre culturelle pour des publics qui sont là qui sont là pour communiquer, qui sont là pour échanger scientifiquement, mais qui ne sont pas venus là pour voir un spectacle, qui ne sont pas venus là pour voir une expo, etc. Donc voilà, il y a toute la phase bien sûr de négociation avec les équipes artistiques, puisque de l'autre côté, demander à un artiste de venir aux rencontres de la Société française des sciences de l'information et de la communication, c'est pas quelque chose de très sexy, c'est pas quelque chose surtout qui apporte une visibilité pour l'artiste. On n'est pas un festival, on n'est pas quelque chose qu'il pourra valoriser particulièrement, et c'est quelque chose qui peut être difficile aussi à comprendre en fait comme format. Et puis on fait un travail de médiation, bien sûr, une médiation qui va passer par la rédaction de textes. On va accompagner les œuvres que nous exposons, on va accompagner les spectacles vivants par des temps de partage entre les artistes et les chercheurs, rédiger des textes qui se saisissent en fait de ce lien entre les arts et les sciences de l'information et de la communication. Je passe assez vite parce que j'ai déjà peur, mais mon modérateur ne fait pas de gros yeux, donc c'est parfait. Si vous voulez, l'ambition de la création de ces rencontres culturelles, tant dans leur processus d'organisation que dans leur déroulement, va être de toucher
un cœur de cible, j'allais dire, qui veut être de plus en plus large. D'abord, bien sûr, ces rencontres, elles s'adressent à qui? Elles s'adressent en priorité, j'allais dire, aux chercheurs de la discipline qui viennent ici sur un congrès, sur un colloque, parler de leur thème de recherche. Donc, ça va générer effectivement des liens que j'appelle intracommunautaires entre les chercheurs. Il faut savoir qu'on est une discipline, et je pense que vous êtes dans des disciplines qui ont les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes, qu'on a des disciplines qui sont des indisciplines ou qui sont des interdisciplines. Et de chercheurs SIC en chercheurs SIC, on se retrouve à avoir des thèmes de recherche extrêmement différents, des préoccupations, des approches extrêmement différentes. Et peut-être que la première ambition ici est de passer par les arts et de passer par la culture pour faire communauté entre chercheurs, entre domaines différents, entre approches différentes et entre statuts différents. Sans doute que le moment où on devient public, plutôt que acteur, chercheur, c'est le moment où on se déleste de nos statuts. Je suis maître de conf, je suis maître de conf HDR, je suis professeur, je suis doctorant, je suis docteur, etc. Donc déjà, il me semble que c'est aussi l'un des enjeux de ces rencontres-là, c'est que la hiérarchie, les préoccupations de carrière et de statut peuvent s'effacer en rendant ces chercheurs ou ces enseignants ou ces étudiants publics des rencontres et des spectacles. Alors, au-delà d'un lien intracommunautaire, l'idée est aussi peut-être de ne pas se réduire au champ disciplinaire, SIC. De pouvoir effectivement promouvoir des liens entre les chercheurs SIC et d'autres disciplines, notamment l'art, l'histoire de l'art, mais bien d'autres encore, et de promettre aussi peut-être des liens entre des laboratoires et des structures de recherche SIC et hors SIC, entre acteurs de la recherche en SIC et puis leur domaine d'intervention. Beaucoup de chercheurs ont des domaines, des terrains de recherche, et c'est aussi ici que ça peut se jouer. Peut-être que la troisième ouverture serait celle de faire lien dans une communauté que j'appelle à ce moment-là, peut-être plus largement, la communauté universitaire. Parce que je me rends compte, lorsqu'on monte ce programme artistique, qu'il n'y a pas qu'un rapport entre les artistes et les chercheurs. Il y a le rapport avec tout le tissu socio-économique du territoire d'accueil qui, bien sûr, organise cet événement avec nous. On s'associe au collectif d'artistes, c'est sûr, mais on s'associe aussi aux équipements culturels, aux scènes nationales et aux salles de la culture régionale. On s'associe aux écoles, aux conservatoires, à des musées, parfois, à des professionnels de l'EAC, à des professionnels de la médiation, etc. Et puis, il y a aussi dans cette organisation les liens qui se créent entre le public, notamment dans sa préparation. Moi, je travaille tout à fait en direct dans la préparation de cette installation avec tous les agents de sécurité en fait, des universités à qui je demande de pouvoir ouvrir les portes jusqu'à 21h plutôt que 18h. Je travaille avec les agents comptables qui me regardent évidemment avec des gros yeux lorsque je leur dis « Est-ce que vous pouvez défrayer des artistes dans le cadre d'un congrès ?» Ils me disent « Mais des artistes, mais je ne sais pas, ces artistes-là ne sont pas immatriculés. Comment on va faire pour immatriculer des artistes et pour leur faire des ordres de mission, etc. » Parce que c'est un projet qui est en marge par rapport dans l'organisation, par rapport à une organisation de congrès, généralement de colloques. On travaille avec des secrétaires de laboratoire qui, de la même manière, n'ont pas forcément l'habitude de tout ça. Et puis la dernière ouverture, c'est peut-être celle que j'appellerais celle de la communauté territoriale. Bon, vous savez, c'est des noms que les chercheurs mettent souvent des catégories de recherche, ici, que j'essaye de mettre sur cette initiative. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de l'implantation et de la diffusion des sciences de l'information et de la communication dans l'environnement du campus, dans l'enseignement supérieur, eh bien, l'idée est de faire de ces rencontres un événement en direction de la société.
Et comment, des congrès, c'est ouvert qu'aux congressistes, c'est ouvert qu'à ceux qui s'inscrivent. L'idée, c'est peut-être de proposer des spectacles vivants le soir sur un parvis de fac à destination des quartiers de cette fac, à destination, je pense, assez immédiatement justement à Grenoble, où on pensait faire un spectacle vivant d'art de rue en lien avec la fresque d'ailleurs que Marie-Christine avait fait faire à Grenoble. L'idée étant que les chercheurs, les scientifiques sortent des murs, sortent de l'université, sortent des normes d'un congrès, et il me reste 5 minutes. Et effectivement, que le public de quartier et qu'un public encore plus large autour des universités puisse venir à nous. Et que chercheurs, artistes et publics puissent se retrouver autour de ça. Alors, ce dispositif, je vous disais que je rencontrais énormément. Je rencontre beaucoup de joie à faire d'abord, je tiens à le dire, beaucoup de joie, mais bien sûr des obstacles dans ces rencontres. Premier obstacle, sans doute, je vais passer un petit peu sur le jargon qu'il y a sur mon diapo pour aller au plus vite, puisque le temps presse. Ces rencontres, elles ont un caractère paradoxal. C'est qu'elles veulent s'implanter provisoirement. Et je maintiens le paradoxe de s'implanter provisoirement. Il n'est pas question d'être intrusif au sein du territoire d'accueil, mais effectivement de travailler avec les territoires universitaires, avec les collègues qui travaillent déjà en EAC ou dans la médiation culturelle plus largement. Et cette implantation provisoire, elle va beaucoup dépendre de la culture du territoire d'accueil et de la culture de l'équipe avec laquelle je crée ces rencontres de façon annuelle. Il y a des universités qui n'ont pas l'habitude de monter des projets artistiques très clairement, ou des équipes qui n'ont pas l'habitude de monter des projets artistiques, et ça fait peur. En fait, ça peut faire peur à l'institution. Qui a quand même particulièrement cette caractéristique d'être stable, d'être normé et de ne pas bouger, d'être stabilisé dans ses modes de fonctionnement. La deuxième difficulté que je rencontre, c'est que je monte cette initiative à l'intérieur d'une société savante, qui est là depuis 1972. Et cette société-là a toujours eu comme préoccupation, comme peur peut-être aussi, de bien délimiter sa discipline, de ne pas partir dans tous les sens. Et ce projet fait peur en ce qu'il, justement, essaye d'aller chercher en transversalité des acteurs qui sont hors des sentiers battus et des lieux dédiés. Yvan parlait de lieux dédiés. On est clairement, lorsqu'on fait venir des marionnettes géantes dans des couloirs de fac ou à l'inauguration à une inauguration très solennelle et officielle d'un congrès, on est en marge. On est dans quelque chose de détonnant et qui peut inquiéter. Et peut-être le troisième caractère, je crois que j'avais une autre diapo, voilà. Le troisième caractère, c'est que, particulier de ces rencontres, c'est que on est sur un horizon que j'ai rencontré là, c'est que je me rends compte que les congressistes sont sur un horizon d'attente, évidemment, et de pratiques extrêmement normées. Donc, on rentre dans des habitudes académiques. Dès lors qu'on vient en congrès, c'est vrai, on est dans des habitudes académiques, on se présente pour ce qu'on fait, pour nos recherches, on se présente sous un statut rattaché à un laboratoire de recherche. Donc il y a des protocoles, il y a des normes qui sont installées et qui sont dures à faire bouger, mais dès qu'on les bouge, c'est tout à fait enthousiasmant, bien sûr. On est aussi sur des espaces-temps qui sont codifiés. Un couloir, un hall de fac, un pot après congrès, un amphithéâtre, ce sont des lieux où effectivement on n'a pas l'habitude de voir entrer un happening de danse ou encore une fois les marionnettes géantes que j'avais fait venir l'année dernière. Je suis bien en temps? Impeccable. Bien, écoutez, peut-être que, pour conclure,
il me semble que d'abord ce dispositif-là, moi j'en fais à la fois une action puisque je le porte, je l'ai fondé, je le porte et puis j'essaye de fédérer des énergies annuelles autour de ce collectif-là, mais j'en fais aussi un objet de recherche aujourd'hui. Parce que je crois que prendre de la hauteur par rapport, alors de la hauteur, c'est-à-dire mettre en perspective cette initiative, par rapport à ces difficultés à la fois d'organisation, comment on agence les collectifs, comment on fait lien entre des communautés. Je pense que ça, c'est porteur, la recherche est porteuse pour ça. Et donc, du point de vue de l'organisation et du point de vue de la communication, comment je fais identifier ce projet auprès de mes collègues qui ne travaillent pas du tout en culture. Comment je fais identifier ce projet auprès de vous qui finalement n'êtes pas sensibles ou sensibilisés au cycle aux sciences de l'information et de la communication, en tout cas pas tous. Et il me semble que ça passe aussi par des dispositifs comme le vôtre aussi aujourd'hui qui font lien entre les dynamiques scientifiques, les dynamiques culturelles. Écoutez, voilà, je vous remercie et j'espère que vous aurez l'occasion de croiser Arsic à l'occasion du congrès, par exemple, l'année prochaine à Bordeaux. Et vous aurez l'occasion aussi de poser des questions à l'issue de... Oui, absolument. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Yvan pour la présentation. C'est Jean Daudy d'Anjou, mais c'est complexe. C'est pas ce que j'ai dit? Non. Jean Daudy, mais c'est pas grave. Ah bon, excuse-moi. Merci. Je rigolais, mais je n'avais pas compris pourquoi. C'était l'émotion depuis que j'étais animatrice de la table ronde. Donc, merci à toutes les personnes présentes, donc l'auditoire, le comité organisateur, ainsi que le comité donc, scientifique. Je suis très heureuse d'être là, c'est ma première communication donc, en tant que doctorante. Et pour vous expliquer rapidement, en fait, lorsque l'appel à communication a été publié, donc je savais que je commencerais mes travaux ici, et j'étais justement en train de lire l'ouvrage de Maurice Loricella qui s'appelle donc L'écorché, un genre, et je me suis dit, étant donné les thématiques de recherche, pourquoi pas. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du genre de l'écorché, donc dans le cadre de cette thématique, à l'épreuve de la culture scientifique, et d'interroger justement son intérêt à la fois artistique et scientifique. Alors, il faut que je fasse comme ça. Donc pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, j'ai une citation, alors certes un petit peu longue, mais qui m'a semblé pertinente, de Corinne Peters, qui souligne bien les dimensions multiples et complexes de l'écorché. Et ça m'a permis un petit peu de structurer un petit peu mes idées. Donc je la cite, elle nous dit « entamer, amputer, sélectionner, trancher, observer, considérer, inspecter, scruter ». Si l'anatomie est d'abord une technique, celle de l'investigation du corps, elle est avant tout une affaire de regard. L'acte anatomique est une traversée des apparences. Habile rituel d'exploration, moyen académique d'exposition, fière exhibition des découvertes. Dévoilement des structures internes enfouies comme protégées, l'art de disséquer est la mise à jour du cachet, de l'immontrable, de l'inimaginable. Science rigoureuse de l'observation, l'anatomie descriptive obéit à un ordre, une logique, à une méthodologie dont la précision relève de la perfection technique. Violation du corps humain, manipulation des chairs mortes, utilisation du cadavre jusqu'à épuisement des tissus, transgression des interdits moraux et religieux, outrepassement des lois, l'enseignement anatomique obéit à une savante mise en scène, à une inédite et sublime théâtralisation des restes humains. Donc, l'anatomie est une discipline qui illustre la proximité entre art et science en tant qu'histoire du regard, de l'art et la manière et la technique d'observer. Donc l'écorché peut être étudié et enseigné comme genre artistique en ce qu'il répond à des codes et des conventions, et que nombre d'ouvrages d'anatomie sont longtemps et indifféremment destinés aux artistes, aux médecins, aux chirurgiens. Il est à la fois le témoin de l'évolution de la pratique médicale, de celle du regard de l'artiste et finalement du regard que l'homme porte sur lui-même à travers ses techniques. Donc je paraphrase Heidegger qui disait donc que l'acte technique et artistique ont en commun de faire apparaître et d'informer en images. Donc nous supposons que les représentations de l'écorché, en ce qu'elles témoignent d'une rencontre
entre l'anatomie artistique et médicale, lorsque cette dernière reste descriptive, et c'est important, constitue une forme de médiation propice à l'éducation artistique et culturelle, plus spécifiquement à l'éducation aux images, de même qu'à l'enseignement de la culture scientifique. Donc il s'agit de permettre l'accès à une expérience de signification en explicitant donc le contexte de production des œuvres, de même que leurs implications scientifiques. Donc pour répondre à cette problématique, nous proposons, et c'est l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, d'imaginer une situation expérimentale de recherche qui mobiliserait les méthodes du design de service, l'approche anthropologique de la communication et la sociologie de la réception des œuvres. Donc je vais revenir aussi brièvement que possible sur ces dimensions de l'écorché qui en font un objet d'étude transdisciplinaire. Et dans un second temps, donc, je vais proposer un cadre méthodologique de recherche en y impliquant donc, les approches choisies. Donc tout d'abord, donc, à commencer une définition de l'écorché. Donc, selon Kenneth Clark, le mot apparaît au XVe siècle pour définir une forme d'art, donc ce qui est déjà quelque chose. Et la notion se normalise dans les ateliers d'artistes en 1766. Donc l'écorché est une représentation du corps humain via les médias du corps qui répondent à des enjeux didactiques, scientifiques, mais aussi esthétiques et artistiques à travers sa charge fantastique et poétique. Donc l'écorché, il traduit une certaine histoire des arts, des sciences et des techniques avec les grandes périodes, les mouvements caractéristiques, les artistes, les découvertes et les progrès techniques qui se sont réciproquement accompagnés. Donc j'ai reproduit cette frise chronologique, je ne m'étalerai pas dessus, rassurez-vous, pour vous donner juste une idée un petit peu de ce que j'essaye de montrer. Et en fait, il y a une forme de connivence-convergence entre l'anatomie artistique, plastique et l'anatomie médicale pendant longtemps. Et c'est progressivement que l'anatomie médicale va se créer son propre style et s'émanciper de l'anatomie artistique par son intention et ses supports. Cette autonomisation, donc, elle va se caractériser par l'idée justement d'une anatomie médicale qui est neutre, qui est propre à permettre le diagnostic et l'observation sans préoccupation esthétique. Et pourtant, quand on regarde les images d'un scanner, on peut se poser la question et les voir quand même comme des spectres, et qui n'ont a priori pas grand-chose de réaliste. C'est donc que la machine et la technique imposent une forme d'objectivité, de même que l'auteur, l'artiste qui va réaliser un écorché. L'écorché peut être étudié donc comme un genre, en cela qu'il répond à des codes et des conventions esthétiques et thématiques, tout d'abord. Donc il incarne, de par la manière dont il est créé, donc par l'ouverture du corps, donc la dissection, un dévoilement du mystère du vivant. Sa charge fantastique, elle réside dans cette représentation de l'invisible. Il possède même une dimension mélancolique, puisqu'il vient quand même nous rappeler la finitude de notre corps physique. En fait, il vient nous dire « memento mori », en fait, que nous allons tous mourir. Et c'est à ce titre en fait, que les représentations de l'écorché se mêlent au genre des vanités. Il est théâtralisé, donc c'est cet écorché, que ce soit dans les poses choisies, mais même dans les mises en scène des autopsies, qui avaient droit à de véritables constructions en bois pour accueillir les spectateurs, notamment à partir de la Renaissance. Et cette mise en scène, elle lui donne alors parfois une dimension un peu comique, la comédie humaine, voire cynique. Par ailleurs, donc, l'écorché ne va pas échapper aux notions de mort, d'érotisme, voire de pornographie, mais là-dessus, j'ai été très concise. Son étude, néanmoins, permet de comprendre la position de la femme, l'objectivation de son corps, et pose la question aussi du traitement des minorités dans les sociétés. Par exemple, la plupart des corps récupérés jusqu'à un certain temps, donc, pour pratiquer des autopsies, c'était ceux de condamnés ou de personnes en situation de pauvreté. Et je vous ai mis donc une photo de lauréate d'un concours de beauté de squelette. Vivant encore. Voilà. Et bien entendu, donc, ces représentations de l'écorché, donc c'est important d'avoir en tête ce biais, c'est que c'est une vision occidentale quand même du corps et de l'homme aussi. Non. Voilà. L'écorché, donc, il répond aussi à des codes et des conventions graphiques et techniques. Les représentations du corps humain, elles sont souvent accompagnées donc, de représentations des outils qui sont utilisés donc, pour manipuler les parties du corps concernées. Il y a également une certaine règle chronologique et technique de dissection qui s'est établie. Donc, par exemple, on va toujours commencer par l'ouverture en fait, de la cage thoracique. Dans les films, les enquêtes policières, on le voit. Voilà. Donc, dans le but d'une représentation capable de donner des informations proportionnelles, donc l'écorché il est souvent orné d'indications métriques,
voire inséré dans un cadre de mesure. Et puis, si l'on considère l'écorché dans son acception la plus large, il comprend également en fait des représentations des fragments du corps choisis, des parties, des systèmes en particulier, à des échelles variables que l'on peut rendre lisibles en les colorant de manière différente. Il y a également une règle comparative de l'écorché. Donc il y a d'un côté la comparaison analogique qui va regarder le corps humain à travers d'autres éléments formels du vivant, donc comme le cerveau avec la noix, le foie avec certaines fleurs. Voilà. Et de l'autre côté, donc l'anatomie comparée qui va regarder le corps humain donc, par rapport à celui d'autres êtres vivants, d'autres animaux. Enfin, et surtout pour notre sujet, donc l'écorché est un acte et un objet de signification de par sa valeur didactique et scientifique. Donc il est un texte, un discours qui en accompagne la lecture, une indication. Alors, ces dimensions donc, de l'écorché évoquées, combien de temps me reste-t-il, Yvan 10 minutes. Très bien. Donc, l'étude de ce dernier apparaît a priori propice à la fabrique d'un regard artistique et scientifique, puisque son étude répond aux enjeux et rentre dans le champ de recherche et d'action à la fois donc, de l'EAC, plus précisément donc, de l'éducation aux images, et de la culture scientifique et technique, donc, ce qui en fait un objet d'étude transdisciplinaire. Donc, tout d'abord, et bref petit rappel, donc, l'éducation artistique et culturelle a pour mission de permettre à tous les élèves d'être au cours de leur scolarité en contact avec des dispositifs, des œuvres et des formes d'art. Cette mission repose sur 3 principes piliers que sont la connaissance, la rencontre et la pratique. L'éducation aux médias et à l'information vise à enseigner les fonctions, les méthodes d'évaluation et formes d'utilisation des médias. Donc, les objectifs de l'éducation aux images se situent à la rencontre de ces 2 champs et dans la continuité de l'éducation populaire. Ils se concrétisent par le voir, le faire et le réfléchir. Donc, finalement, les démarches citées s'appuient sur un objectif commun qui est de former les individus à l'esprit critique et à ses méthodes. La culture scientifique, donc, quant à elle, même si elle ne possède pas de définition univoque, elle repose prioritairement sur l'enseignement des sciences et la pratique de la démarche scientifique pour développer une conscience du monde qui nous entoure, de manière à permettre à tous de participer au débat d'idées. Elle est en ce sens pensée comme une forme d'alphabétisation scientifique. Ce qui nous intéresse ici n'est non pas de juger le niveau de connaissance, mais plutôt d'étudier les formes d'appropriation, de réception et d'expression des sciences et des technologies, donc comme pouvait l'écrire le sociologue Benoît Gaudin. La stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle donc en 2017 a été élaborée et a défini 5 orientations stratégiques. Et parmi ces orientations, donc, on a le partage de la culture de l'innovation et surtout la connaissance du patrimoine technique et industriel. Donc j'en terminerai un petit peu pour vous montrer un petit peu voilà, comment j'ai organisé cette rencontre entre donc, la culture scientifique et technique et l'éducation artistique et culturelle. Et maintenant, donc, en ce qui concerne la relation entre art et science, donc, d'après mes lectures, j'ai cru comprendre que cette conception classique était un petit peu envisagée sous 2 modalités. Donc soit l'art apporte quelque chose à la science, soit la science apporte quelque chose à l'art. Mais par conséquent, donc, l'élucidation d'une œuvre par la méthode scientifique en médiation fait quasiment systématiquement de l'art un objet d'étude scientifique et lui retire le caractère émotionnel lié à sa compréhension. Donc, pour repenser ce rapport entre art et science, notre idée serait de créer une expérience de signification, donc comme l'écrit au sens du philosophe John Dewey, soit d'étudier en fait l'émotion provoquée par le sentiment de compréhension, de réalisation, par l'explication de la démarche de l'artiste ou du scientifique. Donc en ce qui concerne le cadre méthodologique, la question c'est comment on monte une situation expérimentale de recherche en mobilisant donc, les méthodes que j'ai citées au tout début, et comment on crée, comment on étudie une expérience de signification donc, autour de l'écorché. Donc l'idée, puisqu'il fallait trancher et trouver donc, un format, et de proposer donc, la mise en place d'un atelier challenge transdisciplinaire de création d'un écorché, de fabrication d'un écorché, en collaboration avec des enseignants du secondaire qui seraient proposés donc, à des classes de lycée, en supposant que ce projet répondrait, voire enrichirait, les objectifs communs et transversaux des programmes scolaires en termes de connaissances et de compétences. Ces programmes sont donc le programme des sciences et vie de la Terre et le programme des options spécialités, donc arts plastiques.
Ce dispositif s'appuierait sur les dimensions théoriques de l'écorché citées précédemment et mettrait en jeu donc les 3 piliers donc, de l'éducation artistique et culturelle. Connaissance, rencontre et pratique. De la même façon qu'il mettrait en jeu donc, ceux de la culture scientifique et technique. L'objectif, c'est d'apporter aux élèves donc, une expérience de signification pédagogique et immersive fondée sur la pluridisciplinarité, la créativité et l'intelligence collective. Et par ailleurs, d'évaluer et de créer des savoirs sur ce dispositif et bien entendu son objet. Donc les principes clés de ce format sont d'une part de travailler sur la posture des élèves en groupe, d'intégrer la transdisciplinarité dans les dynamiques collectives et d'articuler des dynamiques créatives et pédagogiques donc sous la forme de jeux. Donc bien entendu, ce format présente des opportunités mais qui sont également des contraintes. Il nécessite donc l'élaboration d'un cadre spatio-temporel limité qui serait propice à favoriser l'engagement des acteurs, à commencer par les élèves, et concentre, pour ce qui est de l'enquête, en tout cas pendant le dispositif, les actions de recherche à mener. En ce qui concerne le temps et la durée, donc, nous proposons donc 3 jours, ce qui représente un format court, nécessitant d'ancrer rapidement les élèves donc dans un domaine de connaissances et de compétences singuliers, tout en leur permettant en fait, de conditionner leur réflexion. En ce qui concerne donc les espaces, de la même façon, il convient de les choisir et de les utiliser comme ressources pour favoriser l'apprentissage et donc par conséquent de les munir d'outils nécessaires. Et donc, à la suite de ça, il convient donc de définir le cadre pédagogique, donc c'est-à-dire de co-construire les différents temps et le contenu de cet atelier, de donner un rôle aux animateurs. Alors, sachant que les personnes que j'ai supposées susceptibles d'être intéressées et de se sentir a priori concernées seraient des professeurs de sciences et vie de la Terre, d'art plastique, mais aussi des professeurs documentalistes, et bien évidemment que les autres professeurs également pourraient aussi avoir quelque chose à donner à cet atelier. Concernant les étapes, donc une première étape consiste à constituer les équipes par la valorisation en fait, des compétences. La seconde consiste à la projection dans le projet transdisciplinaire grâce à l'outil que je proposerai en fait, du carnet de bord, en fait, qui serait un outil infographique de suivi que nous-mêmes, après, pour les recherches, on pourrait se servir comme support d'études. Et la troisième étape consiste à utiliser les méthodes donc, pédagogiques, donc celle du design de service, pour les élèves, avec des phases d'immersion, de divergence, de convergence des idées, d'un prototypage et de la présentation de l'écorché réalisé par les élèves et de l'explication en fait, du processus. 3 minutes. 3 minutes. Excellent. Non mais j'avais peur. Donc dans la perspective d'une évaluation de ce dispositif et de ses effets avant, pendant et après, il convient de mettre en place donc, un protocole d'enquête qui mobiliserait donc, les approches qualitatives, observation, entretien, atelier participatif et entretien collectif, et quantitatif bien sûr, donc, pour avoir des données chiffrées. Sachant que en imaginant à peu près l'échantillon auquel on pourrait avoir affaire dans le cadre de cette enquête, j'ai pensé que plus que des pourcentages, des chiffres seraient quand même peut-être plus pertinents par rapport au nombre de personnes qui seraient concernées. Mais j'attendrai vos retours après. Donc il s'agit de construire des données chiffrées enrichies sur ce dispositif, donc en interrogeant les discours, les représentations et les pratiques, soit les formes d'appropriation et de réception du dispositif et de son objet, donc le genre de l'écorché, par le réseau d'acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet. Il convient donc de bien identifier ce réseau d'acteurs en question. Et les questionnements auxquels il s'agira de répondre, donc, par exemple dans cette enquête, seront par exemple, donc je dirais donc, en amont, ce serait quels sont les acteurs concernés par la mise en place de ce dispositif, comment s'organise-t-il, comment se situe-t-il, se représente-t-il ce dispositif et le genre de l'écorché, quelles ressources mettent-ils en place et comment. Pendant, donc il s'agirait de se demander plutôt comment les acteurs s'investissent dans le projet, de quelle manière les élèves se mobilisent et utilisent leurs ressources, celles qu'ils ont à disposition, est-ce qu'ils utilisent d'autres ressources qu'on ne leur a pas mis à disposition, et après, donc, comment les élèves présentent leur création et leur processus, et quelle représentation les acteurs, tous autant qu'ils sont, donc, se font-ils de ce dispositif, et encore une fois, donc, du genre de l'écorché. Donc pour conclure, je tiens à préciser quand même que cette présentation consistait en fait à imaginer une situation expérimentale de recherche. Donc je n'ai pas de résultats à présenter. Mais l'idée c'était de mettre en tension les concepts et les notions tout d'abord de genre artistique, donc ici de l'écorché, ensuite d'éducation artistique et culturelle,
de culture scientifique et technique, et donc finalement de transdisciplinarité, ici dans un contexte scolaire. Si cette situation expérimentale de recherche a le mérite d'être ici dans son état de projet, elle nécessite une mise en place, une concrétisation, donc d'intéresser ces destinataires principaux que sont donc les chercheuses-chercheurs ainsi que les établissements scolaires, évidemment. Et je finirai là-dessus, donc j'en discuterai avec plaisir et j'aimerais beaucoup avoir votre retour sur ce projet. Merci. Merci beaucoup. Au début de la présentation, je me suis demandé si on allait finalement décerner le prix de la présentation la plus joyeuse pour cette journée d'études sur... Je suis pas sûre d'avoir gagné. Mais ça va après, ça arrive. Ça a été. J'ai choisi des illustrations pas très... parce qu'il y en avait... Marie-Christine, tu as donc 20 minutes. On dira 5 minutes avant. Hein. Pas de problème. Merci beaucoup. Pour commencer, j'aimerais rebondir sur mes deux voisines. J'ai un souvenir formidable lors d'un congrès de notre société savante où Émilie s'efforçait vainement de faire advenir l'idée d'un événement artistique. Et ma contribution, ça a été de commander à un duo d'artistes bordelais, je te le signale, les Monkey-Bird, de refaire la façade de notre institut de la communication qui était défraîchie et pas très joyeuse. Et ils nous ont fait vraiment une façade magnifique. Et on n'a pas pu l'inaugurer, puisque les temps commençaient à devenir compliqués. Et on a juste fait une espèce de temps totalement informel de réception de l'œuvre avec les étudiants, les enseignants, les personnels, les voisins, les élus de la mairie en face, etc. Et c'était très intéressant de voir dans un endroit où on enseigne les théories de l'espace public, particulièrement abermacien, d'avoir une discussion avec les artistes en public, dans un cadre extraordinairement ouvert et bienveillant sur ce que c'est que l'espace public. Les artistes nous ont dit ce qu'est l'espace public pour eux. Nos chercheurs ont dit voilà comment nous on aborde l'espace public, et j'ai trouvé que ça avait été très intéressant pour les étudiants. Personne n'avait raison, personne n'avait tort, mais c'était une façon aussi de voir comment un concept peut s'évader de son contexte d'origine, circuler, être réapproprié. Et par rapport à ce que tu nous as présenté, ça m'a rappelé un excellent souvenir d'une présentation brillante de Roger Audin, d'un documentaire scientifique, et où Roger Audin, en bon sémioticien, mais également voilà, très averti sur le plan artistique, nous a montré comment les formes d'expression de ce documentaire scientifique emprunté au surréalisme, au brutalisme, etc., et comment cette médiation scientifique était parfaitement inscrite dans des courants artistique de son temps, et que ce n'était pas l'art qui éclairait la science ou la science qui éclairait l'art, c'était juste qu'on mettait en œuvre un certain nombre de ressources culturelles, les unes plutôt scientifiques, les autres plutôt de type artistique. Et je n'ai pas encore vu, mais s'il y en a qui ont vu l'exposition Pain levé à Paris, moi j'espère la voir bientôt, parce que c'est exactement la même question. Et je dois dire qu'avoir la chance de voir ce documentaire, de le voir ensuite commenté par un grand sémioticien, c'était vraiment un plaisir et une découverte pour moi. Je n'avais jamais conçu la relation entre les arts et les sciences d'une manière qui ne soit pas ancillaire de l'un vers l'autre ou de l'autre vers l'un. Alors je suis chargée de vous parler... Je n'aurai pas plus de temps. Non, je sais que j'ai déjà mangé 3 bonnes minutes de mon temps. Alors j'ai proposé pour cette intervention d'aborder l'éducation à la culture scientifique, c'est une des formulations que l'on entend aujourd'hui, et éducation artistique et culturelle. Et est-ce que l'éducation à la culture scientifique serait une extension du et culturel? Alors, je suis partie d'une évidence flottante dans les milieux institutionnels, mais elle est plus que flottante parce qu'elle s'incarne très très vite. Je vais vous en donner quelques exemples. Il y a une espèce d'évidence, mais oui, bien sûr, l'éducation, alors on va raccourcir, on va dire l'éducation scientifique, fait pleinement partie de l'EAC. Donc pour un chercheur, quand une telle évidence semble s'imposer, on se dit que voilà, soit les acteurs vont très vite,
soit il y a des choses qui n'ont pas été complètement examinées. Et je vais essayer, sauf peut-être dans la conclusion, si je parviens à la conclusion, de m'exprimer en tant que chercheur et non pas en tant qu'acteur. Puisque je suis évidemment, moi aussi, dans mon rôle, un acteur du champ culturel et aussi un acteur du champ de la culture scientifique. Alors j'ai perçu cette évidence parmi les décideurs et les organisations, qu'on va dire, influentes, où le C de EAC, ça serait la culture scientifique, en partie ou en totalité. Déjà, cette table ronde. L'INSEAC lance sa première journée d'études, éducation artistique et culturelle, et elle consacre quand même un tiers du temps de cette journée à la question de la culture scientifique. Donc, il se passe quelque chose. Ce matin même, Manuel Brosset a attiré mon attention sur un communiqué qui vient de sortir du ministre de l'Éducation nationale et qui parle de l'éducation artistique et scientifique. Nous venons aussi d'apprendre qu'au ministère de la Culture, la personne qui était la correspondante pour l'enseignement supérieur sur un poste fléché culture et recherche a été remplacée par une personne dont l'intitulé du poste est culture scientifique, technique et industrielle. Donc on se dit que là, dans cette sphère-là du moins, il se passe quelque chose. Dans la sphère des autres acteurs, je n'ai pas enquêté auprès des enseignants, auprès des artistes, auprès de toute une série d'acteurs locaux, et je ne pense pas qu'ils soient les acteurs de ces changements-là. Et donc, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe et de voir que le ministère de la Culture lui-même, avec un certain enthousiasme, revient sur une position où la culture scientifique était tout de même très périphérique dans ses préoccupations. Alors le terrain avait été préparé d'une certaine façon pour que ces changements institutionnels apparemment rapides se fassent par plusieurs phénomènes antérieurs. D'abord l'émergence de ce qu'on peut appeler le domaine art-sciences, qui maintenant a son existence propre, avec des labels, des modalités de financement et des organisations de réseaux d'acteurs. Il avait été préparé aussi parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, que des projets qui sont transversaux entre les arts et les sciences sont financés au titre de l'éducation artistique et culturelle. Lorsque j'enquêtais dans le département de l'Oise, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, il y avait une part non négligeable de projets culturels qui étaient en fait des projets art-sciences dans un département qui n'était pas connu à l'époque pour être particulièrement fer de lance dans le domaine art-sciences. Et ce fut la même chose lorsque quelques années précédemment, pour le compte du Conseil général, comme on disait à cette époque-là, de la Savoie, j'ai fait une étude des dispositifs d'éducation artistique et j'étais surprise de voir qu'il y avait pas mal de projets arts et sciences. Donc on peut dire que c'était déjà là, de fait, mais sans que ce soit verbalisé dans des textes. Et puis, on peut observer aussi un certain nombre d'acteurs qui ont porté cette question. Et par exemple, à Grenoble, la scène nationale de l'Hexagone, labellisée Arts et Sciences, et qui a même essayé de redéfinir l'EAC en EAT, Éducation artistique et terrestre, qui n'a pas eu de longue suite, mais il y a eu des tentatives de redéfinition de l'EAC. Donc, tout ce que font les acteurs est intéressant. Et je me suis dit, bon là, et c'était il y a déjà 5 ou 6 ans. Et puis, le terrain est préparé aussi par la dénonciation, et celle-là, elle existe, elle se pratique de longue date, du phénomène de l'illettrisme scientifique, c'est-à-dire qu'on va appliquer au champ scientifique un phénomène qui a été transformé en problème public, mais plutôt du côté du lire et de l'écrire, donc dans une dimension plutôt culturelle. Alors l'illettrisme scientifique est une mauvaise traduction de scientific literacy, mais bon voilà, les Français l'expriment en termes négatifs, les anglo-saxons en termes plus positifs, mais on va dire qu'il s'agit à peu près de la même chose. Et on peut dire que la dénonciation du phénomène de l'illettrisme scientifique est vraiment ancienne, elle remonte au moins
aux années 50 et on peut certainement trouver des traces dès les années 30, par exemple, dans tout ce qui pouvait se dire avant l'ouverture, la création du palais de la Découverte. Et puis, il y a aussi autre chose qui permet de dire que le terrain était préparé, et ça va avec la dénonciation du phénomène de l'illettrisme scientifique, la question du niveau de culture scientifique de la population, qui maintenant est évaluée, puisqu'on se sert des enquêtes portant sur les élèves, donc PISA, TIMSS pour les mathématiques, mais il y a des enquêtes européennes sur le niveau de culture scientifique de la population. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les questions qui sont posées sont de plus en plus raffinées, si j'ose dire, et de moins en moins scolaires. Et puis, on sort d'une période qui a été accablante à cet égard, et où on a eu encore plus conscience des phénomènes d'ignorance assumée, de la fabrication et de la diffusion de contre-savoirs, de vérités alternatives. La crise Covid a été éclairante à cet égard, mais elle n'a fait que révéler des choses qui étaient déjà là, en leur donnant une aura médiatique beaucoup plus importante. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la gestion difficile de l'écart entre les ordres de grandeur. C'est-à-dire que l'individu, confronté à des questions planétaires, environnementales, climatiques, etc., on voit qu'il y a un besoin d'éduquer un individu, pas seulement du point de vue des connaissances qui lui manqueraient, mais du point de vue de sa capacité d'agir. Est-ce que je peux quand même faire quelque chose qui soit autre chose que la goutte du colibri, et qui puisse agir sur ce monde? Et on voit également, et Yvan en a parlé, de nouvelles méthodes scientifiques. Elles ne sont pas totalement nouvelles, mais leur succès, lui, est nouveau. C'est ce qu'on appelle les sciences participatives. Je ne parle pas des sciences citoyennes, c'est autre chose, et aujourd'hui, on n'a pas le temps d'en parler. Et donc, ce terrain préparé, il l'était assez faiblement dans le milieu même de la culture scientifique. C'est ça qui est étonnant. Moi qui fréquente les congrès de l'AMSTI, donc l'association qui réunit la plupart des acteurs de la culture scientifique en France, je n'ai pas du tout entendu quelque chose qui puisse préparer ce qui est en train de se dire aujourd'hui. Il faudrait que la culture scientifique soit dans l'EAC. Ça n'a jamais été abordé. Néanmoins, les pères fondateurs de la culture scientifique en France, et puis des inspirateurs de ce type de réseau, je pense à Jean-Marc Lévy-Leblond, à tous les auteurs de la revue Alliage qu'il a dirigée, et jusqu'à une période récente, avaient constamment montré, par exemple dans toutes les livraisons de la revue Alliage, il y a toujours un article qui parle de l'art et de la science, qui montre comment certains artistes partent de théories scientifiques, utilisent des algorithmes, etc., etc. On peut juste entreapercevoir, et c'est en 2013, le fait que ce sujet est traité comme un sujet à part entière par l'AMSTI, donc le réseau dont je viens de vous parler, mais sous un angle qui, à mon avis, avait peu d'avenir, et c'était l'angle médiation, art, science. Et en fait, vous avez médiation, crochet ouvert, art, science, crochet fermé, avec l'idée que finalement, les arts allaient opérer une médiation vis-à-vis des sciences. Donc, cette rapidité est surprenante, et même s'il y a un certain nombre de facteurs explicatifs. Alors, elle a l'air limpide, comme ça, et je suis sûre, si on avait fait un sondage parmi vous, disant, bon, seriez-vous d'accord pour qu'on intègre la culture scientifique dans la définition globale de l'EAC? Il y en a qui auraient sans doute dit, pourquoi, je ne comprends pas, mais enfin, dans l'ensemble, ça ferait, enfin, on ne se dresserait pas les uns contre les autres, comme dans un repas de famille où on aborde des sujets très difficiles. Mais c'est tout sauf évident. D'abord parce que quand on parle de la culture scientifique, on peut dire qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle. Autant l'éducation artistique a une définition professionnelle assez robuste, parce qu'elle est inscrite dans une histoire, avec les 3 piliers, etc. Elle est même tellement robuste
qu'elle peut facilement se transformer en doxa. Je vérifie que j'ai bien les 3 pôles, je coche les cases, tout va bien. Mais si je ne coche pas toutes les cases, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une définition relativement robuste de l'éducation artistique, alors qu'en parallèle, la définition de la culture scientifique est peu robuste, elle est cumulative, et si vous allez sur des sites institutionnels, on voit que très souvent, elle est abordée par une liste de sujets. Sujet que je vais traiter tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas mis là, excusez-moi. Tout à l'heure, peut-être pas. Oui, non, tout à l'heure, je n'aurai pas le temps. Alors, après, Et dans une excellente notice qui vient de paraître sur le Publictionnaire, donc c'est une encyclopédie en ligne de tout ce qu'il faut savoir sur les publics, voilà, publiée par le CREM à l'Université de Lorraine. Boris Urbas rappelle que la culture scientifique, sa définition, elle est labile, alors ça ce sont les termes de Philippe Poirier, malléable, ce sont les termes de Godin, enfin il trouve toute une série de termes empruntés à un certain nombre d'auteurs pour dire voilà, on est quand même dans une forme d'indétermination. Et c'est normal qu'il y ait une indétermination, parce que si on suit Olivier Lasvernias, qui nous explique que la culture scientifique est structurée par finalement deux lignes de force, mais qui sont en tension l'une par rapport à l'autre. La première qu'il appelle une médiation didactique, donc c'est finalement apprendre autrement, c'est ce que certains appelleraient l'éducation tout au long de la vie, enfin les apprentissages tout au long de la vie, l'éducation populaire, etc. Et ce qu'il appelle une médiation idéologique, qu'on pourrait appeler aussi une médiation politique, qui n'est pas relative aux apprentissages non formels, mais qui est relative au dialogue entre des opinions profanes et ce que Lasvernias appelle les intérêts des maîtrises d'ouvrages technoscientifiques. Donc, il y a une bataille interne. Bataille qui existe aussi du côté de l'éducation artistique. Mais l'éducation artistique a eu le temps de trouver des formules œcuméniques et de bien délimiter les points de convergence. Et effectivement, cette liste, ça y est, je la trouve, elle ne cesse de s'étendre. Donc, on va parler des méthodes actives, de l'éducation populaire, des actions parascolaires ou intrascolaires, mais aussi la question du genre, les filles et les sciences, la question sociale, les quartiers populaires, donc vous reconnaissez par exemple les travaux de Clémence Perronnet. Il va être question aussi de citoyenneté scientifique, de participation, de relations avec les médias, etc., etc. Et donc on a l'impression que cette liste ne cesse de s'allonger, et c'est un petit peu l'état où était l'éducation artistique à la fin des années 90, où en gros l'éducation artistique était peu définie, mais surtout, en général, on disait l'éducation artistique, c'est les options, les ateliers, etc. Et ça ne fait pas définition. Il y a aussi le fait que la culture scientifique, elle est portée par une pluralité d'acteurs remarquablement hétérogènes. Et quand je dis remarquablement, c'est aussi bien en termes positifs que en termes des problèmes que ça peut poser. Ils sont pour la plupart réunis au sein de l'AMSTI, des musées, des centres de sciences, j'y arriverai jamais, des associations, des collectivités territoriales, des universités et le secteur des indépendants de la culture scientifique qui vient de se constituer en réseau, et aujourd'hui ils sont 90 à s'être constitués en réseau. Donc ce n'est pas négligeable en termes de réseau d'acteurs. Donc pour toutes ces raisons, et j'en reste là, sur ce point, on peut dire qu'on est face à deux définitions dont l'une est plutôt robuste et l'autre est plutôt en perpétuelle évolution. Alors du côté de l'éducation artistique, bien que le modèle soit robuste, il n'est pas dénué d'indétermination. Et comme par hasard, le pôle, celui des 3 pôles qui est peu déterminé, c'est le 3e pôle. Je n'ai pas le temps de vous lister la terminologie que j'ai pu récupérer dans différents textes institutionnels dans on va dire les 30 dernières années.
Mais c'est impressionnant. On a l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Aujourd'hui, ça s'est stabilisé autour de la notion de connaissance, mais c'est une stabilisation tout à fait récente et qui est relative. La meilleure définition que j'en ai trouvée, c'est dans un texte de 2005, et qui va résonner avec ce qui s'est dit précédemment, faire la relation ou établir des relations entre les différents champs du savoir. C'est une jolie définition du troisième pôle de l'éducation artistique et qui permettrait d'articuler avec la culture scientifique, mais ce n'est pas le terme que l'on emploie, ce n'est pas la terminologie actuelle. Deuxième difficulté sur ce troisième pôle, c'est qu'on peut l'interpréter de deux façons. Que signifie et culturel lorsqu'on le place après artistique? Soit on désigne tout ce qui est de l'ordre de la culture d'un art, et ça permet aussi de rappeler que l'art est une activité cultivée, que l'art n'est pas dit, que l'art fait partie des activités cognitives, et qu'il est difficile de dissocier l'art et les savoirs. Et puis, il y a une dimension culturelle au sens beaucoup plus large, historique, anthropologique. Si on met en miroir cela avec les sciences, on peut dire qu'il y a une dimension culturelle des sciences, elle aussi, qu'on peut analyser en termes historiques, sociologiques, anthropologiques. On a un certain nombre de chercheurs qui l'ont fait de longue date. Ça, c'est la première interprétation. Et culturel signifierait culture d'un art. Mais en fait, institutionnellement, il me semble que et culturel permettait de donner une place à des domaines non artistiques, l'architecture dont on a parlé tout à l'heure, le patrimoine, et puis des domaines qui sont à l'interface de l'industrie et de l'art. Donc, il y a un certain flou sur ce troisième pôle qui montre que ce n'est pas si robuste que ça et que peut-être il y a des prises de ce côté-là. Cela dit, il faudrait peut-être prendre garde, et là je prends une casquette d'acteur, à ne pas substituer, sans même s'en apercevoir, les sciences au domaine culturel autre qu'artistique. Donc un petit peu de vigilance à cet égard. Je ferme la parenthèse professionnelle. Alors il y a des points qui montrent qu'il y a une bonne articulation qui peut être pensée entre EAC et ce que je vais appeler éducation scientifique, et qui est évidemment différente des enseignements scientifiques pratiqués dans les établissements scolaires. D'abord parce qu'il y a une partie de la genèse historique qui est la même. Cette genèse, elle est entrée dans l'éducation populaire, dans la volonté d'une école nouvelle, d'un renouveau pédagogique. Donc vous voyez, ça sonne années 60-70, mais on parle bien de genèse, de critique d'une certaine forme d'éducation jugée traditionnelle, même si parfois cette éducation ressemble à un ennemi imaginaire que l'on fabrique pour les besoins de la cause. Et puis évidemment, les méthodes actives et expérimentales dans l'éducation. Donc ça fait une genèse commune qui est intéressante. Deuxième point commun, la mobilisation d'acteurs extérieurs à l'éducation nationale. On va chercher des artistes, des professionnels de la culture, et aussi bien qu'on va chercher des scientifiques. Il se trouve que ces acteurs extérieurs sont souvent organisés en lobbying, très efficace. Pensez à l'Académie des sciences, au réseau des scènes nationales, des centres dramatiques nationaux, etc., etc. Donc, ils ont une efficacité réelle vis-à-vis des décideurs institutionnels. Et enfin, il y a certains schémas d'action qui peuvent être comparables. Par exemple, la pratique du partenariat. Il y a des convergences et des ressemblances qui, au premier regard, semblent assez évidentes entre le fait de préparer une rencontre avec un chercheur et de préparer une rencontre avec un artiste. Tout cela s'inscrit dans une pédagogie de projet, dans la majeure partie des cas. Et ce qui est intéressant, et c'est marqué dans le vocabulaire aussi, il ne s'intéresse pas aux résultats, on s'intéresse à la démarche. Démarche de création, démarche scientifique. Vous voyez que c'est le mot démarche fait dénominateur commun. Et d'un côté comme de l'autre, il y a une prétention à éduquer à l'esprit critique, à la pensée divergente,
à pratiquer l'expérimentation, à pratiquer la prise de risque. Et il y a souvent un vocabulaire commun sur la notion de citoyenneté active. Il y a l'idée que les pratiques artistiques et l'expérimentation de la démarche scientifique sont porteurs d'une capacité de citoyenneté active. Je laisse tomber les valeurs, je n'aurai pas le temps, vous le lirez dans la publication qui suivra. Et il faut que je parle de ce qui s'articule mal. Là, jusqu'à présent, j'ai parlé de ce qui s'articulait bien. Je dépasse largement dépassé ton temps. Donc tu as une conclusion en 2 minutes. Je vais essayer de faire vite. Voilà. Il peut y avoir un point positif, ce serait bien. J'ai parlé du bien avant le mois d'août. Il faut se rappeler que l'éducation artistique est née pour donner à l'école une place aux arts, autre que l'enseignement obligatoire de la musique et des arts plastiques tel qu'il se pratiquait il y a 50 ans. Et ça, si on s'intéresse à la Genèse, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Ça ne veut pas dire que les sciences n'aient pas de place dans l'éducation. Je fais abstraction de la question des maths au lycée. Il y a encore très peu de temps. Donc, il y a dans la Genèse de vraies différences et dans l'organisation des systèmes éducatifs de vraies différences. Et l'autre ambition de l'éducation artistique et culturelle, c'était de donner une place au corps dans l'école, mais une place au corps qui ne soit pas la place du sport, et une place aussi à la sensibilité. Jack Lang parlait même de manière un peu peut-être excessive, mais il parlait de discipline de la sensibilité. Et les deux champs, et je terminerai là-dessus, tant pis pour la conclusion, partagent un même intérêt pour une notion qui nous vient des années 50 et qui trouve une nouvelle actualité. Et encore une fois, j'en vois la preuve dans le texte de présentation de cette journée. C'est la notion des deux cultures, qui fait référence à une conférence célèbre de Charles Percy Snow qui a été prononcée en 59, publié en 63 et disponible depuis 2021 aux éditions des Belles Lettres, avec une introduction passionnante et qui montre que peut-être la notion dont il est question autour des deux cultures aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec ce que Percy nous disait. Et donc c'est très intéressant parce que c'est une notion en fait qui s'est transmise par ouï-dire, de seconde main, de troisième main, de cinquième main, et à la fin vous avez en fait un concept qui n'a plus grand-chose à voir avec le concept de départ. Et c'est d'autant plus curieux que Snow lui-même reconnaît dans sa conférence, dans le texte de sa conférence, que les deux cultures, c'est une très mauvaise formule, et que c'est mal pensé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de fait trois cultures. Quelles sont les deux cultures? La culture littéraire, classique, telle qu'elle se pratiquait et telle que Snow la critique, et puis la culture scientifique, c'est-à-dire au fond une certaine façon d'aborder le monde, de penser le monde, et de penser le monde selon Snow de manière positive et constructive. Vous comprenez qu'en miroir, la manière littéraire n'était pas considérée comme positive et constructive. Alors si vous opposez la littérature et les sciences, vous avez quand même toute une partie du champ académique qui manque et qui quand même existait à cette époque-là. Ce sont les sciences sociales, les sciences humaines, et Snow reconnaît que ça manque dans le tableau, mais que c'est tellement plus simple de fonctionner et plus efficace de fonctionner sur une opposition binaire. Et aujourd'hui, cette théorie des deux cultures, que je n'ai pas le temps de vous exposer, mais je peux vous dire ce qu'elle est devenue. Vous avez compris qu'elle s'est éloignée des conceptions de départ de son producteur. Cette notion est employée soit pour dénoncer une coupure abusive entre la culture au sens spécialisé du terme et les sciences, comme s'il avait existé une monade originelle et qu'il y avait ensuite une faute originelle qui séparait la monade et qu'il fallait absolument rassembler de nouveau les choses. Et l'autre usage des deux cultures, c'est pour soutenir le développement de projets art-sciences, disant finalement il va y avoir un choc entre deux univers qui sont
culturelles, chacun à leur façon. Alors, pour terminer, je dirais que pour moi, la question, ce n'est pas de dire que l'un est assimilable à l'autre, en gros que l'un est l'autre, EST, ni de profiter des deux courants ascendants que l'on constate aujourd'hui, une construction historique continue de l'EAC et une certaine force de l'EAC, malgré beaucoup d'épisodes compliqués pour le développement de l'EAC. Et l'autre courant ascendant, eh bien, c'est la question de l'illettrisme scientifique et donc de la nécessité d'une autre éducation scientifique pour résoudre des problèmes de société, comme l'illettrisme scientifique, et pour répondre à des besoins de la société, et notamment l'attractivité des carrières scientifiques et technologiques. Donc du coup, la question de la convergence et de la divergence, elle n'est pas anecdotique, elle est intéressante à observer, parce que la rapidité avec laquelle cela se met en place ne laisse pas place, à mon avis, à une réflexion non pas conceptuelle, mais conceptuelle et stratégique. Et c'est, à mon avis, sous l'angle des synergies. Et il y a une très belle synergie que je vous propose, et ce sera mon dernier mot, Yvan, c'est que finalement, il y a une définition très simple de la culture scientifique, mais que personne n'emploie. Elle est tellement évidente qu'on ne la voit pas. C'est la diffusion et la vulgarisation des savoirs par les moyens de la culture. Qu'est-ce que c'est les moyens de la culture? Le musée, l'exposition, l'édition jeunesse, le festival, la création artistique, etc., etc. Et je reboucle avec ce que tu disais en termes de situation expérimentale de recherche. Et donc, c'est autour de ça que l'on peut trouver des synergies et une justesse, peut-être, de la place de l'un et de l'autre, mais surtout de la pensée de l'un et de l'autre. Mais un livre est paru il y a quelques mois par deux professionnels anciens professionnels du ministère de la Culture, Bernard Latarjet et Jean-François Marguerin, qui sont par ailleurs des amis, et on s'est beaucoup discuté parce que dans ce livre, ils disent pourquoi EAC, et ils voudraient faire tomber culturel. Et j'ai tenté de leur expliquer que, effectivement, vous avez semblé dire qu'à tel ou tel moment que le terme culturel était plus labile que artistique, puisqu'au fond, mais je leur ai répondu dans un débat à l'ISTAC, dans un théâtre, mais vous faites comme si le ministère des Cultures était le secrétariat général des Beaux-Arts avant la création du ministère des Cultures. En fait, ce que l'EAC vient combler, c'est précisément toute la dimension que l'école ne peut pas assurer à elle seule. C'est une définition très bête, peut-être très simpliste, mais qui me paraît robuste, pour le coup, pour utiliser votre langage tout à fait adéquat. Et qu'est-ce que vous pensez, au fond, puisque ça nous a un peu agité au cours des derniers mois, de cette objection de Latarjet et Marguerin? Au fond, pourquoi culturel? Ça n'ajoute rien. L'école transmet des contenus culturels et cognitifs, donc qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que la réponse est simple, mais que pensez-vous de ce débat? Et j'ajoute, parce qu'on va me frapper, qu'à la fin des années 80, le sociologue allemand Wolf Lepénis a écrit un livre qui s'appelle Les Trois Cultures, où il envisage effectivement l'existence des sciences sociales comme troisième culture, ce qui reste à discuter d'ailleurs. Je peux répondre en une phrase. Alors là, c'est formidable. Ça va me vexer parce que ma question n'est pas bonne. Non, et culturel pose problème parce qu'en fait, il y a deux grands schémas sous-jacents et impensés de médiation dans la culture. La médiation muséale, et qu'on appelle médiation, avec l'idée que le médiateur est vraiment intermédiaire et indépendant, avec une spécificité de métier. Et puis, ce qu'on ne peut pas appeler la médiation théâtrale, d'une certaine façon, qu'on va appeler l'éducation artistique, et qui est un modèle artocentrique. Et en grande partie défini par des courants artistiques militants. Merci. C'est une petite remarque? Non. Oui, tu as le droit. Non, je trouve que ces réflexions terminologiques, elles sont toujours très intéressantes. Elles sont souvent aussi animées des débats qui sont aussi des débats politiques, parce qu'il faut mettre aussi la dimension politique et les évolutions qui les accompagnent.
2 ministres récents, que je ne nommerai pas parce qu'on n'a pas parlé beaucoup du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle qui a créé cette charte, à chaque fois viennent m'interpeller, puis essayer de discuter des termes et de l'EAC. L'EAC pose toujours question, et visiblement, une ministre m'avait proposé, à laquelle, de dire qu'il faudrait peut-être remplacer éducation par transmission. Je pense que les gens la reconnaîtront, premièrement. Et puis, un autre ministre récent, mais celui de l'Éducation nationale, me dit il faudrait peut-être rajouter sensibilité, parce que la sensibilité, quand même, c'est très important. Ce qui veut dire qu'on peut-être, d'ailleurs, l'INSEC a failli se trouver à Dijon, parce qu'il y a d'un mouton. On voit à quoi se jouent les choses. Et je voudrais quand même éviter ce débat, parce que je le redis, sur l'acronyme, si on met transmission à la place d'éducation, et si on met sensibilité derrière le C, juste l'acronyme devient taxe. Je ne suis pas sûr que travailler sur la taxe soit vraiment la chose la plus intéressante pour tout le monde, mais quelquefois nos acronymes qui sont compliqués nous servent aussi quand il faut effectivement les délier. C'était juste une petite anecdote pour renvoyer à ces débats qui touchent aussi à ces petites questions. Oui. Les étudiants, ils n'ont pas posé une question, je suis désolé. Priorité aux étudiants, doctorants aussi. Non, aux étudiants. Ils sont Non. dans la salle. Ah oui. D'accord. Oui, on vous écoute. Je suis Alex Rigaud, je suis chargée de communication pour l'espace des sciences. J'ai une question par rapport justement à la définition de la culture scientifique. Si je reprends la vôtre, Madame Bordeaux, si la culture scientifique, c'est la diffusion des savoirs et des connaissances par les moyens de la culture, dans le cadre de dispositifs de AC, est-ce que du coup la figure de l'artiste est indispensable? Non, parce que le champ de la culture est plus vaste que le champ artistique, tout simplement. Réponse courte. Alors, moi je me fais effectivement la médiatrice pour les masterales qui sont dans l'autre salle et on a une question de Mia pour Émilie. Comment choisissez-vous les... Je vais poser toutes les questions que j'ai reçues des étudiants et ensuite je pense qu'on donnera la parole. Comment choisissez-vous les thèmes pour vos rencontres pour qu'elles puissent toucher un grand public? Et on a également des questions de Maria qui demande à Émilie, avez-vous d'autres stratégies, à part des moments comme ces rencontres, pour rapprocher le milieu académique, enseignants, chercheurs, etc., avec le reste de la société? Et une question pour Justine, pensez-vous que c'est possible l'enseignement de la science, anatomie, en longue durée, plus que par des activités ponctuelles comme celles que vous avez présentées? Alors, de la même manière que Marie-Christine, mes réponses vont pouvoir être courtes. Sur la première question, comment on choisit les thèmes des rencontres culturelles? On ne les choisit pas, on intègre le thème des rencontres scientifiques. C'est-à-dire que pour l'instant, les rencontres culturelles artiques ne sont pas suffisamment, alors je ne sais pas si elles sont suffisamment légitimes, à mon avis elles sont trop jeunes pour pouvoir elles-mêmes choisir la thématique. Elles intègrent la thématique déjà prévue par le comité scientifique pour la programmation scientifique. L'année prochaine, le congrès des sciences de l'information et de la communication portera sur le vaste thème de la numérisation des sociétés. Donc nous proposerons des rencontres sur un programme artistique sur la numérisation des sociétés. Est-ce que je pense à d'autres modèles? Est-ce que c'est ça la deuxième question? Est-ce que je pense à d'autres modèles de rapprochement? À plein, mais en fait ces rencontres sont dans ma tête depuis 2016 et elles sont encore très neuves aujourd'hui. On est en 2022. En fait, le temps de l'institution et de l'organisation d'un processus comme celui-là est un temps long, qu'il faut envisager sur un temps long pour ne rien brusquer et pour faire sens. Ça, c'est très important. Du coup, c'est un projet que je pense même pouvoir mener, je pense, sur plusieurs années, tellement les ramifications seront possibles, mais déjà de partir d'un projet cadré, correspondant à l'institution qui l'héberge, c'est-à-dire la Société française des sciences de l'information et de la communication, et aujourd'hui suffisant, c'est pas à pas, dans le temps de l'institution, qu'on pourra développer, dans le cadre de ce projet, des formats, par contre, diversifiés, multipliés. J'espère que j'ai répondu à cette deuxième question. Justine? Oui, donc la question c'était si on pouvait donc, organiser quelque chose sur le plus long terme. C'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, oui. Non, mais oui, Voilà. je
je pense que, je dis juste quelque chose en plus, je pense que oui, étant donné que, comme je l'ai dit, l'écorché, on le considérait comme, dans son acception la plus restreinte, comme le corps humain qu'on ouvrait et qu'on observait, mais aujourd'hui, étant donné qu'on a accès à des logiciels et des machines qui nous permettent de voir par exemple un neurone, etc., ça peut rentrer quand même dans le genre de l'écorché si on reste dans sa définition stricto sensu, parce qu'on a ouvert le corps et qu'on a regardé à l'intérieur en tout cas. Et du coup, je sais que oui, effectivement, dans les programmes de sciences et vie de la Terre, il y a cette question d'étudier tout ce qui se passe dans le cerveau, du microscopique, pardon, excusez-moi. Et du coup, je pense que oui, il pourrait y avoir ça pourrait avoir quelque chose de donner une dimension artistique à la création d'une observation scientifique.